Kinobo présente un podcast cinéma des frères Chanteau. Attention, ici, on spoile comme des porcs. Bonjour et bienvenue dans Kinobro, le podcast cinéma des frères Chanteau. Je suis Nicolas. Et je suis Sébastien. Et on va parler de cinéma. Aujourd'hui, le dernier film de Steven Spielberg, The Fabelmans. Comme d'habitude, on vous invite à voir le film avant de nous écouter. On va en discuter sans retenue. Donc si c'est important pour vous, allez voir le film et revenez pour nous écouter. Vous pourrez aussi trouver une liste des films qui sont cités dans la description du podcast. Bon, on va essayer de ne pas non plus trop divulgacher ces films-là. Bon, faut-il présenter Steven Spielberg ? Steven Spielberg, c'est le réalisateur peut-être le plus connu du monde. Ouais. C'est apparemment, c'est pas le plus riche. En fait, là, ce qu'on va vous raconter, c'est drôle parce que c'est là où le film The Fabelmans s'arrête. Il a commencé sa carrière à la télévision en dirigeant notamment Joan Crawford dans un épisode de la série de Rod Serling qui s'appelait Night Gallery. Rod Serling, c'est le créateur de la Twilight Zone, la célèbre série de CBS. C'était une anthologie, pareil, The Night Gallery. Il s'est fait remarquer pour ses compétences techniques. Et il a enchaîné en faisant l'un des premiers épisodes de Columbo, le numéro 3. Au fur et à mesure, donc, il a continué de travailler à la télévision. Il a fait un téléfilm qui a été très remarqué, qui a ensuite été exploité au cinéma, qui s'appelle Duel. Puis, je passe parce que sa carrière est assez longue et on va pas tout détailler. Il faudrait faire un épisode spécial Spielberg, mais le film qu'il a lancé, c'est Les Dents de la Mer, Jaws, en 1975. Après, les succès se sont enchaînés, Indiana Jones... qui a été le blockbuster d'été, qui a un peu consacré cette formule qui fait encore actuelle aujourd'hui, quoi, avec Star Wars aussi, de George Lucas, qui sont à peu près sortis dans des périodes, il me semble, un peu similaires. Oui, George Lucas c'est 77 et Jaws c'est 75. Donc, Steven Spielberg est devenu... une sorte de synonyme de cinéma populaire, familial, de manière péjorative, même si c'est pas exactement ce qu'on va dire, mais cinéma de masse, en tout cas, quoi, aux yeux de certaines critiques. C'est un cinéaste qui a jamais, il me semble, eu une très grande... dont on n'a jamais reconnu le talent, hormis d'être un excellent technicien. Je veux dire, dans la France critique. Alors, dans la France critique, mais la France critique, si, depuis les années 2000, ça va mieux. Voilà. Il y a eu une polémique fameuse, notamment quand il y avait je crois que c'était Télérama qui opposait Germinal, donc l'adaptation de Germinal par Claude Berry dans les années 1993, face à Jurassic Park, en disant il faut défendre la qualité française ou quoi. Bon, voilà, après, Jurassic Park... rétrospectivement, en fait, même Jurassic Park, les gens reconnaissent même le génie derrière un peu Jurassic Park. Les critiques reconnaissent le génie de Jurassic Park, notamment dans sa mise en abîme de la société du spectacle. Et c'est un film très très intéressant et beaucoup plus profond qu'il en a l'air. Le premier Jurassic Park, j'entends. En plus d'être un exploit technique, de toute manière. En plus d'être une date technique dans l'exploitation des images de synthèse au cinéma. Et donc c'est sûr qu'on se souvient un petit peu moins de l'adaptation de Germinal par Claude Berry, mais bon, ça c'est classique en fait. C'était une espèce de peut-être de réflexe un peu anti-américanisme primaire. Je pense qu'en fait dans les années 2000 en tout cas, il a eu une légitimation critique qui est venue petit à petit. Bon, là je pense que Spielberg il est quand même souvent bien reçu en ce moment par la critique française. Là les retours pour Fabelmans sont quand même positifs. Il a 76 ans, c'est un cinéaste qui a eu une rétrospective à la Cinémathèque française. Il n'a plus rien à prouver. Voilà, il n'a plus rien à prouver, il a peut-être regagné un Oscar pour The Fabelmans en plus. Il est dominé en tout cas, meilleur réalisateur et meilleur film. C'est un... D'ailleurs, oui, il y a eu une polémique, je ne sais pas si tu as vu passer ça, sur le fait qu'il n'y avait pas de réalisatrice nominée dans les meilleurs réalisateurs. Ouais, il y a beaucoup de réalisateurs, mais il n'y a que des réalisateurs, il n'y a pas de réalisatrices. D'accord. Voilà, ils ne sont pas été... Alors qu'il y avait quand même des films... Mais pareil pour les Césars, en fait. Il me semble aussi. Il y a pas de... Sur les Césars, je l'ai vu passer, oui, mais pas pour les Oscars. Et pourtant, c'est malheureux. Et donc, Les Fabelmans, c'est quand même un film qui respire un petit peu... le film testament ou le film de fin de carrière un petit peu, parce que c'est un mouvement, encore une fois, après Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, après Armageddon Time de James Gray, après même Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, un nouveau film qui revient sur la jeunesse d'un réalisateur et un geste un peu introspectif sur sa jeunesse, quoi. Parce que Fabelmans, Seb, ça parle de quoi ? Est-ce qu'on se ferait pas un petit instant pitchouille Wikipédia
Le moment pitch Wikipédia. Bien sûr, Nico, faisons Attention, ça. il va falloir qu'on se fasse un petit jingle. Peut-être demander. Wikipédia. Nanana. Ouais, on te demandera de le faire. Je te lis le synopsis sur le Wikipédia français. Sammy Fableman grandit dans l'Arizona dans une époque post-Seconde Guerre mondiale. L'adolescent va un jour découvrir un secret de famille bouleversant. Il va aussi se rendre compte que le cinéma va l'aider à voir et à accepter la vérité. Bah écoute, il est pas mal ce pitch. Bah, tout à fait. Enfin, en tout cas, il est synthétique. Il est synthétique. Il est synthétique, il est efficace. Voilà, on se perd pas dans les péripéties du film. Et donc, Non, mais en même temps, il dit tout presque. exactement, il dit tout. Il dit tout parce que bon, donc c'est un film semi-biographique, puisque c'est pas évidemment sa propre vie de Steven Spielberg. Enfin voilà, il est pas directement cité, mais voilà, il y a des parallèles faits avec sa propre expérience. C'est une famille juive. La judéité chez Spielberg, c'est important puisque c'est quand même lui qui a réalisé le film La liste de Schindler. Oui, qui se voulait un hommage, en tout cas, enfin un hommage. Rendre compte en tout cas de la souffrance suite d'un holocauste de juifs déportés, génocidés par les nazis. Et puis aussi, il était donc le réalisateur de Munich, qui était un film qui était vraiment empreint de toutes ces questions-là de communauté. Sur la judéité, ouais, aussi. Ouais. Et donc, bon, évidemment, on s'attendait à ce que Fabelmans, ce soit un grand geste qui un peu embrasse l'époque et qu'est-ce que c'était d'être juif à ce moment-là. Mais que nenni, puisque notre ami Spilby, il prend un autre axe, un contrepoint total aux autres films. C'est un film beaucoup plus resserré. Seb ? Oui, c'est un film. C'est vrai que. Alors, vous aurez un podcast sur Armageddon Time le mois prochain, le film de James Gray, qui est sorti en fin d'année dernière, mais qui ressort en DVD en mars. C'est pour ça que vous aurez le podcast Et en Blu-ray. en mars. Ah oui, en DVD et Blu-ray. Le bien DVD sûr. n'existe plus, Seb. Oui, c'est vrai. Le DVD existe malheureusement. Enfin, Ça n'existe plus. Il suffit. Bon, en tout cas, là on dit ça, mais le format physique existe encore. Le format physique existe encore, c'est bien. Tout n'est pas de VOD. pour ceux qui aiment le format physique. Donc c'est un geste effectivement plus... par rapport en tout cas si on l'oppose à James Gray, c'est un geste moins concerné par la chose politique. C'est un geste en fait où bien sûr il est question de judéité, même voilà, par rapport à son enfance, mais ça reste quand même assez effectivement anecdotique. Il n'y a pas d'analyse des déterminismes sociaux comme il peut y avoir dans le film de James Gray notamment. Ça reste pas moins un film intéressant parce que je pense qu'il s'arc-boute plus sur des questionnements sur son rapport au cinéma et sur peut-être donner le secret un petit peu de qu'est-ce que c'est la manière de fonctionner en tant que cinéaste pour Spielberg, quoi. Quel est son grand geste en tant que cinéaste. Ça m'a fait penser à un film assez aussi connu dans l'histoire du cinéma qui est le Fanny Alexandre de Ingmar Bergman. Bergman avait réalisé ce film aussi en fin de carrière. C'était à la base d'un téléfilm, je crois. C'était un film qui a été exploité au cinéma, mais qui a aussi été exploité en série télé. 5 épisodes diffusés à Noël donc en Suède. Donc c'est un chef-d'œuvre pour ceux qui... Enfin, bon, le terme est galvaudé, mais voilà, j'invite tous les auditeurs à aller voir le film de Bergman. D'ailleurs, tous les films de Bergman, mais notamment Fanny Alexandre, c'est son film sûrement le plus accessible. Et il y a une espèce de retour global sur sa carrière et sur les motifs qui traversent toute l'œuvre de Bergman. Et c'est vrai que je m'attendais à ça dans The Fabelmans, et effectivement, ça y est, mais c'est... Peut-être le geste est moins épique peut-être que chez Bergman. Bon après voilà, le film de Bergman c'est un film de 5 heures. Celui-là il dure 2h30, 2h38 même je pense. Mais il n'en est pas moins dense. Il a une apparente simplicité je trouve. Que la première fois que, donc, à la sortie du visionnage, j'ai bien aimé le film, mais c'est vrai que j'avais été marqué par la légèreté un petit peu du film global. Mais finalement à la revoyure, alors on l'a pas revu mais en un peu rediscutant avant d'enregistrer ce podcast, on s'est dit qu'il était faussement simple finalement. Oui, moi c'est vrai que c'est ce qui m'a peut-être désarçonné aussi à la première vision, c'est que je dirais pas qu'il est anecdotique, mais qu'il n'est pas dans un grand... il n'est pas sur une structure de récit qu'on pourrait avoir dans les précédents films qu'on a cités, même si Licorice Pizza, on avait parlé dans le premier podcast. Apparemment ça se dit licorice. Licorice. Là, c'est son accent. C'est un accent. Je ne vais pas arriver à le dire, de toute façon, il faut faire le deuil de ça. Non, en vrai, moi, c'est vrai qu'à la sortie, je l'ai trouvé bien, mais c'est vrai que j'avais été surpris de à quel point c'est un film, à première vue, auto-centré.
En tout cas, très. Spielberg. Le Spielberg. Oui, ouais. oui, tout à fait. Là où les autres étaient peut-être plus dans vouloir capturer l'esprit d'une époque, Oui. c'est pas tant ça qui intéresse Spielberg, Oui. même s'il y a des éléments biographiques et des éléments de l'époque, Ouais. mais il vise encore une fois peut-être une forme d'universalité et aussi il cherche à circonscrire. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte en discutant, plus son rapport au cinéma et à quel point en fait ça a conditionné tout son rapport au monde Dans sa vie. et dans son- ses rapports aux autres. Et donc, c'est parfaitement logique que le reste paraît satellitaire, en fait, et qu'il est en train de réfléchir à qu'est-ce que c'est d'être quelqu'un qui s'exprime par les images, en fait, et qui communique par les images. Et du coup, oui, le film paraît plus intéressant, parce que, comme d'habitude avec Spielberg, ça s'exprime par les images, en fait. C'est pas ce qui est dit qui est le plus important, ou ce que le ce qui est script... raconté, ouais. Oui, tout à fait, Nico. Et d'ailleurs, en fait, on peut dire que le film... on voit que le jeune Spielberg, en fait, alors le jeune ou le vieux Spielberg, je ne sais pas, est plus centré sur lui-même et moins à rendre compte, comme tu disais, du monde autour de lui, quoi. Et d'où l'absence peut-être un peu du politique ou de la chose sociale chez Spielberg, quoi. Vraiment, ce qui travaille beaucoup plus, justement, le James Gray, exemplairement, quoi. Mais bon, comme tu dis, ça n'est pas moins intéressant, même si bon, c'est une des limites du film, voilà. On peut dire en tout cas qu'il y a une espèce de volonté de faire un film biographique, psychanalytique un petit peu, quoi. Parce que bien sûr, au cœur de son film, il y a le rapport qu'il a avec ses parents et, comme tu disais, la médiation, comment il utilise le cinéma comme médiation entre lui et le monde et aussi peut-être dévoiler le caractère monstrueux aussi de cette façon de faire et les impasses un peu de cette façon de faire. Il a souvent été... assimilé Spielberg du coup à l'enfant dans ses œuvres et c'est vrai que par exemple des derniers films qu'il a fait enfin des derniers, c'est pas un des derniers, c'est fou. Pour moi je le place dans la fin de sa carrière mais ça fait un moment là, on est en c'est plus 2022. un de ces derniers. Ouais, Ouais. je pensais à Intelligence Artificielle Oui, qui est les années 2000, voilà, le film qui devait être réalisé par Kubrick, qu'il a réalisé lui, où c'était l'enfant robot, quoi. Voilà. Et c'est vrai que je trouve des motifs de l'enfant robot un peu, peu fermé sur lui-même, un peu à côté de ce qui se passe dans le personnage de Sammy Fabelman, quoi. C'est vrai. Toujours avec l'intermédiation de la caméra pour arriver à se positionner par rapport au monde et à juste exister, que ce soit sur le plan social ou sur le plan affectif, en fait. Et ça crée même, voilà, il y a une scène avec sa sœur où la sœur lui dit non mais tu m'énerves avec ton truc là, on sent que tu es monstrueux en fait de réagir comme ça. Alors, ils viennent d'apprendre le divorce de ses parents et ils disent non mais tu es monstrueux de réagir comme ça. Ça l'aide en tout cas à mettre une distance entre lui et les choses. Et c'est intéressant parce que bon, moi je fais partie de ceux qui pensent que le cinéma Spielberg il est ultra pertinent parce que son sujet c'est plus les images en tant que telles et la fabrique de l'imaginaire global, et effectivement peut-être on pourrait interroger par rapport au soft power américain que finalement rendre compte d'une réalité concrète. Voilà, c'est pas c'est plus si on doit diviser le cinéma en deux pôles, on pourrait dire il y a l'école Méliès, donc des illusionnistes, des créateurs d'images, et l'école Lumière qui vont filmer donc les sorties d'usine pour caricaturer, je caricature. Et c'est vrai que Spielberg il est vraiment dans le côté Méliès et voilà, il va être il peut être conspué effectivement parce qu'il donc son rapport au réel il est biaisé, mais je pense qu'il y a une conscience quand même de ce biais en fait. Essayons de peut-être de décrire concrètement ce que c'est la première scène. En fait c'est un plan séquence, c'est un travelling qui commence en décrivant donc de manière latérale une foule qui se presse pour aller au cinéma. On entend déjà la voix en hors-champ du père voilà. Et du fils qui discutent et qui essaient de rassurer en fait son fils, puisque c'est la première fois qu'il va au cinéma, et le père a en effet une approche très cartésienne. Et la caméra se met en fait, on découvre le sujet du film, à savoir le petit Samy, et la caméra donc continue son mouvement, elle vient se placer derrière lui, et son père donc se met à son niveau, à sa gauche, et se met à essayer de le rassurer avec des termes très techniques, lui expliquant les personnes ne sont pas gigantesques, c'est juste une image projetée, et en fait voilà. C'est des images fixes, et donc il explique des techniques, voilà. Il explique même concrètement la persistance rétinienne. Alors je sais pas à quel point l'enfant comprend. Et c'est drôle parce que c'est vraiment aussi je trouve un des trucs du film, ça sera comment dire, tout le monde a une manière d'appréhender le monde pour se protéger en fait, pour se prémunir de la violence du monde et de la souffrance en fait. Chacun a
une manière une sorte d'idiosyncrasie qui lui permet de communiquer avec les autres et de se protéger aussi. Et donc là, je trouve que c'est bien formulé avec le personnage du père, excellent. Paul Dano. Oui, Paul Dano, du coup, qu'on a déjà vu chez Paul Thomas Anderson dans le rôle du prêcheur Ellie de The Will Be Blood. On l'a vu il a joué un des Beach Boys, je crois, dans un biopic. Possible, oui, le biopic sur... comment ça s'appelle ? Brian Wilson. Brian Wilson, voilà, exactement. C'était Brian Wilson. Il joue aussi dans Little Miss Sunshine. Ça a été quelqu'un qui a été énormément casté dans des films à la fois indépendants, mais aussi dans des blockbusters, comme dans le dernier Batman, où il jouait l'homme il joue mystère. le Riddler, ouais, c'est vrai. Voilà, donc, ou alors Swiss Army Man. Il a une douceur dans son interprétation du père, là, qui est assez chouette, je trouve. Il est vraiment assez à la fois touchant et on voit la dimension un petit peu à côté de la plaque peut-être du personnage parfois. Toujours en retrait, toujours un petit peu esselé dans les cadres souvent. Bon, alors, on n'est pas, voilà. En tout cas, c'est un homme de la raison et c'est vrai qu'on y reviendra peut-être plus tard. C'est pas un portrait unilatéral. C'est-à-dire que c'est un portrait qui est tout en nuances. Toujours est-il que donc il finit son laïus à son fils pour essayer de le rassurer et on embarque en fait sur le deuxième personnage central du film. Toujours en un plan séquence. En un plan séquence, la caméra se déporte vers la droite, nous permettant de voir la mère qui donc occupe l'espace incarné droit par l'excellente Michelle Williams. Exactement. Qui donc du coup qu'on avait vu dans Brokeback Mountain. On l'a vu dans Blue Valentine, Shutter Island. Exact, Shutter Island, et qui donc elle aussi a un portrait de femme très à la fois. Déjà dans la scène, donc reprenons sur la scène, le plan. Donc le père a un vocabulaire technique, mais la mère va parler de rêve, parler les cinémas, et donc chacun dans sa définition du cinéma, une dimension, une signification, une définition technique du côté du père et une signification poétique du côté de la mère. Et dès le début, en fait, on voit que le personnage est entre ces deux pôles et oscille entre ces deux pôles. Littéralement, en tout cas, c'est ce que la caméra montre. Et enfin, bon, une fois qu'elle a pu le dire sa phrase, je l'ai noté la phrase, c'est les rêves, le cinéma c'est des rêves qu'on n'oublie pas. Voilà, des rêves dont on se souvient, à l'opposé des rêves qu'on a la nuit qui peuvent disparaître dans l'oubli. Et ils vont continuer du coup à avancer dans la foule. Et ils vont rentrer donc dans le cinéma pour aller voir The Greatest Show on Earth. Là aussi, je crois que c'est une anecdote véridique, mais c'est aussi signifiant que le cinéma donc, est montré comme le spectacle ultime. Voilà. C'est le titre d'un film de Cecil B. 2000. Et voilà, il s'installe dans la salle. Après, on continue encore ce travelling, il est toujours poursuivi, mais c'est un autre plan par un travelling aussi qui saisit la foule, la foule qui regarde dans la salle de cinéma, et ça se termine, voilà, les spectateurs, et ça se termine sur effectivement la petite famille qui regarde le film. L'enfant est entre ses deux parents et réagit à une séquence de train. Alors, de déraillement de train. De déraillement de train, voilà. Bon, c'est drôle que ce soit un train parce que bon, ça peut forcément évoquer l'arrivée en gare de la Ciotat, le film est inaugural des Fermes Lumière. Bon, voilà, je sais pas à quel point ils ont forcément pensé, quoi. Et il y a un accident de train et cet accident va vraiment marquer l'enfant, quoi. L'enfant et donc toute la première partie en tout cas du film va être un petit peu l'apprentissage de ce jeune Fableman, de cette image-là en fait qui va l'hanter en fait, ce choc inaugural avec l'accident du train et comment il va s'approprier en fait. Il va en gros être hanté par cette image et sa mère, pour le calmer dans une des séquences suivantes, va lui proposer de prendre à l'insu de son père une caméra et avec l'un des jouets qu'on lui a offert, un train miniature, de refaire l'accident pour qu'il puisse s'habituer à cette image et ne plus être terrifié en fait, ou terrifié ou en tout cas choqué par cette image, parce qu'il y a un peu un rapport ambivalent à cet événement traumatique, quoi. Donc ce film, en fait, dès le début, donc on voit que le personnage de Spielberg est aussi entre ses deux pôles, ses deux parents. En gros, on pourrait dire que le film est presque un triangle, les deux parents et le cinéma, la caméra au centre. Le film a une structure proche de la chronique, dans le sens où il n'y a pas d'intrigue vraiment forte, si ce n'est le rapport entre ces deux parents et peut-être le rapport du jeune Spielberg avec sa caméra, voilà. Au cinéma. Et si, voilà, la question du divorce en tout cas entre ces deux parents. Et les différents déménagements successifs vont rythmer un petit peu le film, vont cadencer le film. Spielberg, j'avais lu que ça pouvait signifier montagne de jeux en allemand,
Et donc The Fableman, bon, là c'est plus direct, le sens c'est les hommes de la fable. En tout cas, donc effectivement, au centre il y a l'idée de raconter une histoire, quoi. La fable est centrale dans la famille. Toi tu commençais à expliquer donc le geste qu'il va faire le jeune enfant pour arriver à exorciser cette angoisse. Tu as raison, il est entre deux émotions. Il y a un raccord dans le montage où on entend l'enfant crier hors champ. Ouais. Les parents arrivent parce que on dirait qu'il a fait un cauchemar et en fait il crie parce qu'il saute sur lui parce qu'il est content. L'ambiguïté du rapport de l'enfant à l'image va être exprimée par un son dont on perçoit une émotion à la première vue, mais en fait dont l'image viendra un peu complexifier la nature de cette émotion. L'idée en fait aussi du jeune cinéaste là en devenir là, qui refait l'accident, il y a une idée d'analyse en fait, de décomposer ce qu'il a vu pour arriver à le remaîtriser et à le réagencer. Qui reviendra plusieurs fois dans le film sur d'autres aspects, quoi. C'est l'analyse globale, analyser quelque chose puis le resynthétiser après, quoi. Donc après il va refaire avec un film en 8 mm l'accident qu'il a vu sur le film de Cécile B2000. En fait, le film, du coup, on peut en parler, c'est une espèce de réflexion, moi je vois, sur le geste du cinéaste. Comme si, en fait, il se protégeait des images en les reproduisant, en fait, en les refaisant lui-même, en devenant démiurge lui-même de ces images. Et par extension, là, sur ce film-là, en tout cas dans cette chronique, il va y avoir beaucoup de moments où il va capter des éléments de la vie de ses parents, ça on en parlera peut-être un peu plus tard, et ça va être en effet une manière de se protéger de ce qu'il voit en fait, de reconstruire par le biais du film et du montage et d'autres choses ce qui s'est passé. Ça va lui permettre de se protéger de la violence externe du monde et de la recréer de manière pour ressouder la communauté, mais on y viendra un peu plus tard, quoi. Non mais oui, mais la caméra en fait est un outil de médiation entre lui et le monde en fait. Voilà, c'est vraiment il y a plein de séquences après jusqu'au moment où il y a un moment dans le film où il abandonne la caméra. Il y a plein de séquences en fait où il est tout le temps en train de filmer et c'est sa place un petit peu, la place à laquelle il est à l'aise même dans l'environnement familial. Quand ils sortent au camping par exemple ou quoi. Voilà. Donc effectivement le rapport du home movies aussi, tu voulais en parler peut-être sur ça, sur comment en fait le personnage part du film familial, donc du home movie au cinéma de genre en fait. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un évitement un petit peu, mais je pense que c'est lié aussi à la culture américaine de l'époque. On n'est pas dans une approche un peu ouvertement personnelle en fait. Le home movie, il y a un côté anecdotique, de capturer les mouvements de la vie de la famille, et à la fin en fait on voit un moment par exemple quand il est en train de diriger l'acteur qui joue le soldat dans un film de guerre qu'il fait. C'est bien plus tard, là, il est à l'adolescence. Ouais. D'ailleurs, il y a un raccord, là, moment qui est assez sympa, là, comment on passe... il dirige la voiture de ses parents quand il arrive en Arizona, et il les fait avancer pour pouvoir filmer, et puis il fait stop, voilà. Donc, et le stop est déjà dans l'autre et ce qui est, ligne temporelle. En fait. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on est dans presque un truc où il met en scène les souvenirs. C'est quelque chose qui reviendra un petit peu dans le film à plusieurs moments, notamment sur un autre passage. Mais il y a cette idée de l'enfant qui est en train de filmer la voiture qui arrive. Donc il y a ce raccord mouvement que tu viens de dire, et qui fait partie du langage du film qu'on est en train de voir en fait. Et donc il y a l'idée que tout récit et tout rapport au monde, toute histoire personnelle est aussi une construction, et que cette construction donc a été filtrée et aussi due au choix du cinéaste par rapport aux images qu'il filme, quoi. Et dès lors, on peut lire aussi, pourquoi moi c'est comme ça que je lis, parce que quand donc, il y a la scène où il est en train de diriger ce personnage-là de l'acteur, et il vient de découvrir en fait, on y reviendra plus tard, mais l'adultère plus ou moins concret de sa mère. Il en parle, donc il essaie de lui expliquer pour faire de la direction de l'acteur, et en fait on comprend que le personnage parle de lui-même, que le jeune Spielberg parle de lui-même, et qu'il y a un parallèle entre le désarroi de l'homme qui a perdu tous ses soldats et le désarroi du cinéaste qui a peur de perdre sa famille. Et
Et ce qui est dit, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que dans le film de genre, en fait, se niche la sincérité du cinéaste, se niche, en fait, le rapport intime du cinéaste. Mais sauf que c'est codé, en fait. C'est secret, c'est pas directement... c'est sublimé à travers les structures mythologiques qui sont convoquées dans le cinéma de genre. Quand je dis de genre, c'est pas le cinéma d'horreur. Hein. Là, je parle du cinéma de genre tel que Hollywood l'a codifié, avec, par exemple, le film de guerre, le western, qui sont les deux genres qui travaillent le plus le jeune Spielberg. On sait que le synopsis disait au début effectivement qu'on était dans une société post-World War II, Seconde Guerre mondiale, et l'imaginaire est encore travaillé par ces récits-là. À un moment, le jeune Spielberg, enfin le jeune Fableman, dit à son père, il évoque la guerre qu'il a faite, son père. Donc c'est encore tout frais, les gens ont vécu ça, quoi. Et quant au western, on est dans la mythologisation de l'Amérique et notamment du travail réalisé par le cinéma de John Ford, hein, qui est une figure aussi tutélaire dans ce film et dans le cinéma américain global, qui est souvent considéré comme la personne qui a donné une mythologie globale unificatrice au mythe américain, quoi. Et du coup qui est remis en question aussi, voilà, mais où je voulais en venir avec ces grosses logos. Non, mais en tout cas, tu disais voilà, qu'il y avait un lien ténu entre intime et le geste peut-être plus de faire un film voilà, comment dire, pas, j'ai pas envie de dire mais d'exploitation. ça c'est ce truc-là, c'est vraiment, je pense, dans la méthode, dans la manière même américaine, parce que Spielberg, on va dire qu'il est emblématique, je pense, de cette approche-là. Ouais. Au lieu de parler directement du sujet, en fait, c'est vrai que les Américains fonctionnent plus par métaphore, enfin les Anglo-Saxons, j'ai l'impression. Alors qu'en France, on aurait tendance à aller directement à décrire le sujet en tant que tel. Et d'où, à mon avis, la nature plus universelle. Je pense que c'est une stratégie qui se veut plus universelle, mais c'est aussi une stratégie commerciale, hein, évidemment, hein, pour arriver à toucher directement les gens. Voilà. Donc, mais c'est. Enfin bref, je suis pas en train de mettre un jugement de valeur dessus, je dis juste que c'est deux approches différentes. Ouais. Mais alors, c'est intéressant aussi parce que ce que tu dis par rapport au fait voilà, qu'il exprime, on va dire, ses tourments intérieurs dans le film de guerre qu'il réalise après, sachant qu'auparavant, on a eu cette très belle scène qui renvoie au cinéma de Brian De Palma, où il est en train de... Donc le personnage de la mère vient de perdre... Enfin, de la mère de Spielberg vient de perdre sa mère, et son père vient lui demander il faut que tu fasses un film pour consoler ta mère. Oui. Et alors que lui il veut tourner son film de guerre, quoi, le petit Spielberg. Et il y a une scène très belle où en gros donc il a filmé, il a récupéré tous les rushs qu'il a tournés durant un moment de bonheur qu'ils ont eu en camping. Et il s'aperçoit donc que sa mère, qui a un ami qui les suit partout, elle et son père et sa famille, on la voit dans les rushs en fait en train de traîner avec ce personnage qui est joué par Seth Rogen dans le film. Et le Spielberg en fait en montant, et donc le film montre qu'il est en train de monter, se rend compte de la nature de la relation de sa mère avec le personnage de Seth Rogen, et donc de l'adultère. Seth Rogen, pardon. Tu vois, je n'arrive pas, en fait, je suis trop, je dois avoir un problème, je n'arrive pas à dire les termes d'autres langues. Je dis ça, mais je suis même pas sûr que je ne me demandez jamais. Seth, ça se prononce le TH, mais bon. Non, ce que je voulais dire, c'est que il se retrouve confronté à cette vérité qui le touche émotionnellement, et il fait le choix conscient de ne pas monter les prises où on voit clairement l'adultère la relation dans l'image, hein. C'est vraiment juste, c'est pas quelque chose de clair ou qui est admis, c'est lui en recomposant des divers fragments qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui se joue entre sa mère et l'ami joué par Seth Rogen. C'est vrai que le film en fait travaille un petit peu une espèce de réflexion autour de la mise en scène globalement. Cette scène là, alors il est pas trop possible pour ceux qui connaissent le cinéma de Brian De Palma de ne pas y penser à du Brian De Palma. Souvent, les films de Palma portent autour d'un technicien qui analyse des images, ou bien sûr ça renvoie aussi au Blow Up de Michelangelo Antonioni, hein, le fameux film où un photographe prenait une photo par hasard et croyait voir un meurtre dans la photographie. Ce geste-là a été prolongé dans le cinéma de Brian De Palma, et là c'est vrai qu'on est encore sur une espèce de figure qui analyse les images et qui va faire le tri en fait de ces images-là. Moi, ce que je trouve qui est peut-être renseigne un petit peu sur
ce que Spielberg sait de son cinéma. Et on en parlait. Hein. C'est l'idée. Donc, il montre le film expurgé de ses images à sa famille, donc le monteur, c'est le monteur qui met qui décide de faire des coupes, mais qui sert de lien social, puisqu'il permet de créer de faire en sorte que la famille n'explose pas, et qui est la grande crainte du fils en fait à partir de ce moment-là. Mais il est conscient du coup qu'il a expurgé ça en fait, et qu'il dit pas qu'il ne montre pas la vérité. Et peut-être que c'est aussi quelque part et c'est quelque chose qui reviendra un peu plus tard dans le film sur un autre film qu'il va réaliser à la fin. Mais cette idée en fait qu'il est conscient que pour que la communauté soit apaisée et retrouve du lien social, il y a certaines choses qu'on ne peut pas montrer à la caméra, quoi. Ou alors il faut montrer d'une autre manière, en tout cas. Oui, mais ça c'est vrai que c'est assez troublant parce que ça peut être problématique. Voilà, cette espèce d'évitement du réel, en tout cas. Mais ça montre, j'ai l'impression, une prise de conscience ou au moins une conscience de Spielberg vis-à-vis de ça, quoi. Je voudrais juste terminer, si tu veux bien, sur la mise en scène, en fait. Je voudrais détailler, j'avais noté quelques scènes. Bien sûr. Donc voilà, donc le film met en abîme, en fait, qu'est-ce que c'est la mise en scène. Donc on peut penser notamment au trou qu'il va réaliser dans la pellicule pour figurer les coups de feu. Hein. C'est aussi parce c'est encore cette histoire d'analyse et de se dire mais qu'est-ce que c'est le cinéma? C'est de la lumière en fait, c'est de la lumière qui est projetée et du coup je peux arriver à faire mes coups de feu en faisant des petits trous dans la pellicule. Donc c'est son côté ingénieur un petit peu. La lumière aussi c'est une valeur très importante dans le cinéma Spielberg. On peut penser notamment à la scène où ils allument la lumière des phares de la voiture pour éclairer la mer, dans la scène où la mer danse, cette séquence où tous les trois hommes en fait regardent la mer qui danse et la sœur d'ailleurs ne veut pas que la mer s'exhibe comme ça. Je sais pas comment t'as interprété ça d'ailleurs, cette scène avec la sœur qui dit attention, on voit c'est transparent en fait, on voit ça m'a interpellé, j'ai pas encore trouvé le sens peut-être de par rapport moi je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une danse, comme il y a le personnage de Seth Rogen qui est aussi présent, et en fait elle danse devant le mari et donc Paul Dano et Seth Rogen. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée que la danse n'est pas entièrement adressée en fait au père. Moi c'est comme ça que je l'ai... C'est comme ça que tu l'as lu, ouais. Oui, peut-être qu'il y a trop de personnes autour de ce truc-là. Ouais. Peut-être c'est une manière de dire qu'elle entrevoit. Mais après, bon, Spielberg le film aussi. Enfin, ouais. Fableman, Sammy Fableman le film. Et il y a aussi, pour aller dans la question de la lumière, la fameuse fête de... Là, on revient au début du film, au moment où il y a la fête de Hanouka, ouais. Où ils allument donc pendant 7 jours, je crois. Oui, c'est vrai que ça scande un petit peu. Un chandelier, ouais. Et qui est accompagné d'extraits de films, de films qu'il réalise en étant tout jeune, quoi. Donc ouais, l'importance de la lumière dans et puis même au moment je crois qu'il dit on reconnaît pas, bon ça peut peut-être les gens vont trouver ça peut-être un peu facile quoi, mais on ne reconnaît pas le quartier parce qu'il fait sombre. Oui. Voilà, je crois que c'est un moment quand il rentre là au tout début. Donc oui, dès le début on sait que la lumière en fait peut modifier, peut être vectrice de sens dans le dispositif. Donc il y a ça, il y a le montage bien sûr avec la séquence qu'on a discuté tout à l'heure sur l'idée d'expurger le film du comment dire, du crime de la mer, du crime, je mets avec des guillemets. Hein. Il y a l'idée aussi que la caméra enregistre quelque chose que l'œil ne voit pas, avec notamment même cette séquence-là, hein, où quand il revient sur les rushs, il voit en arrière-plan sa mère et son oncle Benny. Oncle Benny, voilà, exactement. Voilà. Et enfin, il y aura la petite leçon à la fin sur John Ford, quoi. Donc le film est traversé, je pourrais citer aussi même des exemples qu'on voit quand il utilise le chariot travelling là, pour faire les films. Le film est vraiment traversé comme une espèce de petit mode d'emploi du cinéaste Spielbergien, je vais dire. En tout cas, d'habillage de la réalité. Pour rendre les choses intéressantes. Mais pourquoi on veut rendre les choses intéressantes? Parce que comme tu l'as dit, c'est l'idée que le cinéma Spielberg, en fait, est un outil de consolation, en fait. Et ça, c'est demandé donc par Paul Dano, donc par le père, quand sa grand-mère vient de décéder. Le père demande au fils de faire un film pour faire plaisir à sa mère. Et donc il va expurger effectivement les chutes, les rushs qui incriminent sa mère, pour ressouder la famille autour du film. Et c'est vraiment, vraiment le geste qui revient sans arrêt. Et je pense que c'est vraiment une des clés fondamentales du cinéma Spielberg. Il a beaucoup été accusé, Spielberg, de toute façon, de faire des films niais ou trop gentils. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un cinéaste qui est vraiment marqué et
déterminé presque par le cinéma l'âge d'or américain, pour le meilleur et pour le pire en fait. On pourrait dire, parce que c'est vrai qu'il y a un hors-champ, hein, il y a un hors-champ, on disait que le cinéma de Spielberg était un peu autarcique, un peu, il ne voyait pas le monde autour de lui, hein. Les problèmes sociaux, les déterminismes et compagnie, voilà, c'est pas les choses évoquées, mais voilà, mais il y a l'idée de ressouder la communauté avec son cinéma, quoi, et de consoler aussi, voilà, de consoler sa mère avec le film qu'il fait. Et son père aussi, au final. Et son père aussi, oui, effectivement. Ça ressoule la communauté. Et c'est pas que dans la famille, ça va être aussi déporté dans la... Ça va être aussi reconduit dans l'école aussi, où plus tard il fera un film pour le Ditch Day, je sais plus ce que c'est, le jour où toutes les personnes vont sur la plage. Voilà, où les étudiants vont jouer sur la plage. Et pareil, c'est un film qui sera projeté pendant le bal de promo. Et qui, sur le même principe en fait, le jeune Spielberg se fait persécuter à son arrivée puisqu'il il redéménage et le film met l'accent sur le fait qu'à chaque fois, ils doivent recommencer depuis le club. D'ailleurs, c'est l'immersion, c'est bon, il y a une espèce de parenthèse, mais c'est le moment où il y a l'antisémitisme qui rentre vraiment dans le... En fait, voilà, il y a le père qui donc est un technicien qui travaille sur des ordinateurs, je crois. Et qui finit par être engagé dans diverses boîtes. D'abord, au début, il déménage en Arizona, et puis après, ils vont en Californie. Et la famille souffrira énormément de ces déménagements successifs, ce qui va amener donc le jeune Spielberg à être dans Fableman. Pardon, j'ai dit Spielberg, mais c'est vrai que c'est Fableman. Bon, vous avez compris, et que de toute façon, c'est assez clair quand même que les deux sont proches. Mais il va être dans un nouvel environnement, arrivé dans une nouvelle école, et il subira en effet l'antisémitisme. Mais là où il y a notamment de la part du capitaine plus ou moins de l'équipe sportive, enfin voilà, en gros, un sportif qui va faire de... Tu disais quoi, c'était un jock? Non. Ouais, un jock, moi j'appellerais ça. Je crois que c'est le terme anglais, c'est jock, ouais, on appelle ça. Ce qu'il y a de très un jock, c'est quoi? C'est un sportif? C'est un sportif en anglais. Et ce qu'il y a de drôle, donc il va filmer ce Ditch Day, et dans ses prises de vue et son montage, il va le magnifier. C'est-à-dire qu'il va en faire le héros du film. Il va reprendre même des codes un petit peu du film de propagande. Tout à fait. De films de propagande avec des contre-plongées radicales, l'utilisation de ralenti, de la lumière, la manière dont il est mis en scène. Et le film de propagande, c'est quand même le film problématique globalement. Oui, tout à fait. Voilà. Et même le pouvoir des images pour arriver à travestir la réalité, quoi. Et c'est drôle aussi, il y a presque, je dirais, une sorte de voilà, encore une fois, le montage avec les mouettes. Si, oui, ils utilisent, mais après, c'est un jeu, genre. C'est plus un jeu, Oui, ouais. c'est pas vraiment du... Avec, une tension entre. Il truque évidemment la réalité, parce il fait croire que les mouettes ont déféqué sur le visage de certaines personnes, alors qu'en réalité, c'est d'une mise en scène. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, il décide pertinemment de faire de cette personne qui l'a persécuté un personnage de cinéma, et de le magnifier, en fait. C'est-à-dire qu'il travestit le réel encore une fois à ce moment-là, mais ça a un effet concret d'apaiser toutes les tensions, c'est-à-dire que il y a différents arcs qui sont développés, mais ce fameux Jock va pouvoir se réconcilier avec sa copine dans le film. Mais ça voudrait dire que le cinéma est un outil en fait. Le cinéma n'est pas une fin en soi, le cinéma est un outil pour Spielberg. Peut-être, sachant que c'est aussi une des questions que pose le père. C'est aussi ça pose la question de la fonction de l'art. Il y a aussi je pense il y a une scène en fait où ils discutent tous les deux dans la voiture et le père lui dit mais non mais il faut que tu fasses il considère le cinéma comme un hobby en fait, ouais. Et il faut que donc le jeune Fableman veut faire Sammy veut faire continuer à faire des films, le père mais il dit non il faut que tu fasses des trucs qui soient sérieux, qui soient utiles, ouais. Et c'est encore une fois la question de l'art, la question quelle est la fonction de l'art. Et là, pour le coup, oui, on est dans l'utilisation du cinéma. Le cinéma est utilisé à des fins sociales, ouais, c'est ça. Ce qui donne un peu peut-être aussi le mode d'emploi de ce que pense Spielberg sur les films. Quelle est leur fonction, en tout cas sur ses films à lui, peut-être. En tout cas. Ouais. Sachant qu'il y a aussi, dans le double mouvement, son rapport à ses propres films, en fait. Il y a une scène très belle, du coup, la suite à la projection de du film de promo là, ouais. Où il y a une discussion entre le sportif qui avait qui avait cassé le nez quoi, même. Enfin il avait un frappé, ouais, et qui comprend pas, qui voit bien en fait que l'image qui a été conçue de lui est fausse et il ne sera pas à la hauteur de cette image en fait. Il se sent un peu écrasé, il fait la paix avec donc sa victime précédente, mais voilà, il y a une confrontation où Spielberg,
Bon, je l'appelle Spielberg, je m'en fous. Fableman. Non, mais après, bien sûr. Attends, juste petite parenthèse. Il est certain, c'est semi-biographique, c'est-à-dire que le cinéaste, c'est pas exactement, évidemment, un retranscrit précis de comment c'est passé, mais le fait de travestir les noms et de les amener, les scènes d'une certaine manière, voilà, ça va vers un art, justement, de recomposer la réalité de manière plus ordonnée, en tout cas. Mais peut-être qu'on échappe aussi au réel, quoi. On échappe enfin voilà, c'est un geste, encore une fois, qui peut être ambigu, quoi. En tout cas, ce geste-là, ambigu, il est explicité clairement dans le dialogue, où Spielberg dit « Non, mais j'ai fait ça peut-être parce que je voulais que t'arrêtes de me frapper, ou peut-être parce que mon film était meilleur avec, je ne sais pas. » Voilà. Il sait pas, en tout cas, le Fableman, Sammy Fableman ne sait pas pourquoi il a fait de son tortionnaire, de son bourreau, le héros. Et là, c'est encore une fois une réflexion un peu sur le statut du cinéaste, quoi. Le cinéaste aussi, comme on disait qu'il était en médiation que la caméra était la médiation entre lui et le monde, même il y a une scène de divorce aussi, qui est la scène où les parents annoncent aux enfants qu'ils vont se séparer. Et on voit en arrière-plan, Sammy est installé derrière et il regarde la scène comme s'il était en dehors de la scène, et même il se voit, il y a une image assez fugitive où il se voit en train de filmer la scène, comme s'il était directement en train de mettre en scène le divorce de ses parents, quoi. Il y a quelque chose d'un petit peu, j'allais dire monstrueux. En tout cas, il y a déconnecté, voilà. Il y a la place de l'artiste là qui est un peu déconnectée par rapport à ce qui se passe, et c'est ce qui sera encore renvoyé à Spielberg par sa sœur. Tout à fait, dans une scène suivante où juste après il est sur son problème de film alors que ses parents viennent d'annoncer leur séparation, quoi. Mais c'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans le film. Il y a aussi la séquence de la mort de la grand-mère où où en fait on voit c'est quelque chose qui est drôle parce que c'est aussi ce que je disais par rapport à quel point nos idiosyncrasies nous conditionnent notre rapport au monde et comment on est. C'est quelque chose qui est annoncé par cette scène, où qui commence par un gros plan, en fait, où on voit le père le père Fableman qui regarde un oscilloscope. C'est-à-dire que lui il est pas... La scène, elle est intéressante parce que c'est qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que c'est mourir, en fait ? Qu'est-ce que c'est mourir ? Un personnage regarde l'oscilloscope, le technicien. Le technicien regarde l'oscilloscope. La mère, donc le personnage de Michelle Williams, est au contact de sa propre mère. Et le jeune Spielberg, lui, aussi encore une fois se tient à distance et se focalise sur un détail, en fait. La pulsation dans le cou. La pulsation dans le cou. Il le réduit, et c'est ça qui est... La pulsation dans le cou de la grand-mère. De la grand-mère. Et il a réduit, en fait, je presque envie de dire, à une image. À une image de cinéma, en fait. Parce qu'on est vraiment dans le contre-champ, le prolongement de son regard. On est dans le gros plan. Pourquoi c'est une image de cinéma ? Parce que c'est un gros plan. C'est un gros plan. Et ça, voilà, encore une fois, ça aussi, c'est quelque chose que je trouve intéressant sur comment il circonscrit son rapport aux choses de la vie et son regard de cinéaste, en fait, sur ces choses-là, quoi. Le seul moyen que j'ai de me débarrasser de mes peurs est de faire des films sur elles. Alfred Hitchcock. Le cinéaste est à la fois à l'extérieur de la communauté, mais en même temps il est fondateur, enfin il est essentiel à la communauté et à la mise en forme de cette communauté. Et j'avais noté comme phrase, il faut ressouder la communauté, même dans le mensonge. Le prix possible en tout cas du cinéma de Spielberg, et peut-être par extension même d'un certain cinéma hollywoodien, c'est ressouder la communauté, même dans l'artificialité. Voilà, c'est dans le mythe en fait. C'est encore une fois, c'est les constructions des mythes. Voilà. Alors, faut se méfier un petit peu de ça. Sur le plan politique aussi, ça peut être accusé un petit peu de fantasme un peu droitard, quoi. Voilà, on va mythologiser le monde pour le roman national, par exemple, tu vois. Mais en effet, je pense que ce Spielberg, même s'il le dit pas, je pense qu'il fait entre guillemets confiance à son spectateur. Il dit dans son film, par de nombreux effets de réalité liés aux prises de vue, que c'est une construction. Oui, il met souvent en abîme sa construction en tant que telle. Voilà, c'est vrai, oui, tout à fait. Donc en fait, il y a toujours un garde-fou en fait dans il est à la fois séduit et emballé par le pouvoir des images,
tout en plaçant l'antidote dans l'image elle-même. Et alors après, peut-être que c'est une limite, et peut-être qu'en réalité, c'est quelque chose de dangereux. C'est-à-dire dans le fait où ça s'adresse peut-être à des gens qui sont dans le sens est uniquement accessible par des gens qui savent décoder les images. Oui, il y a l'idée d'analyser en fait. Il y a l'idée, mais après, le film en tant que tel nous invite quand même un petit peu à être dans ce rapport analytique. Parce que il le met en scène en fait, ce rapport d'analyser ce qu'on vient de voir et de le décomposer, le recomposer pour arriver à s'en faire. C'est d'où l'idée peut-être aussi d'une espèce de mode d'emploi en fait, presque. Il y a un côté mode d'emploi pour artisans cinéastes en fait, pour aspirants cinéastes dans le film. Oui, savoir ce que... Presque, tu vois. En tout cas, la question est posée, puisque c'est quelque chose qu'il y a aussi dans la dernière scène avec John Ford, où la question c'est qu'est-ce que c'est que le cinéma, et pour en revenir à ce qu'on a dit sur le fait que c'est on va peut-être revenir sur la séquence, mais l'idée que c'est conscient qu'il s'agit d'une mise en scène, le dernier plan est vraiment... j'ai envie de dire emblématique de ça, puisque donc après sa rencontre avec John Ford. Donc c'est quand même, on va préciser que donc il arrive à la fin du film. Bon, vous avez vu le film. Il précise bien que c'est le plus grand cinéaste du monde. Effectivement, bon, c'est John Ford parce que pour les Américains, John Ford c'est l'un des plus grands cinéastes américains. Et c'est vrai que sur le plan mondial, malgré tout, c'est quand même un des grands cinéastes mondiaux. John Ford, c'est pas n'importe qui. Il a réalisé énormément de chefs-d'œuvre. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas John Ford, je vous invite vraiment à découvrir. Il a réalisé énormément de westerns, mais pas que. On peut citer parmi ses chefs-d'œuvre quand même L'homme qui tuait Liberty Valance, qui est intégré dans The Fableman. Ouais, qui est montré, ouais. On peut citer La prisonnière du désert. On peut citer La chevauchée fantastique. Chevauchée fantastique. On peut citer Quelle était verte ma vallée. On peut citer aussi Le Mouchard. Le Mouchard, les Raisins de la colère d'après John Steinbeck. Voilà, bon, il a réalisé énormément de grands films. Vraiment, allez-y, vous ne regretterez pas le temps que vous investissez à regarder John Ford. C'est un cinéaste fondamental pour comprendre ce que c'est que qu'est-ce qui cinéma américain. Voilà, qu'est-ce qui a fondé l'identité américaine. Sachant que le cinéma a été... l'identité américaine, elle s'est fondée sur le western, sur la conquête de l'Ouest, et que le cinéma, c'est l'art qui a, on va dire, canonisé cette histoire-là. Ouais. Donc les deux sont intrinsèquement liés, et donc l'identité américaine est liée, je pense, à la manière dont John Ford a filmé le western, quoi. Donc voilà, et donc le plus grand cinéaste du monde, dans ce film-là, il est interprété par peut-être un des plus grands cinéastes du monde aussi. Non, mais bon, ça fait, on s'en fiche, hein, mais bon, David Lynch, quand même, je trouve ça... Hello, dear. It's Friday once again. It's Friday once again. Voilà, donc l'ami David Lynch qui joue John Ford, hein, magnifique. C'est vrai qu'il y a une ressemblance, je trouve ça cocasse qu'il soit intégré dans le cinéma de Spielberg parce que c'est vrai qu'ils sont un peu aux antipodes, bien que le cinéma au début il est cité l'idée que le cinéma soit un tissu de rêves dont on n'oublie pas. Il se trouve que bon, Spielberg, c'est vrai que ça peut être des rêves, les films de Spielberg, une animation onirique dans son cinéma, mais les films de Lynch sont aussi structurés autour de cette notion-là. Mais j'ai l'impression qu'ils sont au pôle opposé l'un de l'autre. Donc je trouve que c'est un beau grand écart et au final, moi je trouve ça assez savoureux quand même que ce soit David Lynch là qui incarne John Ford, quoi. C'est alors bien sûr, hein, il y a un petit côté je sais pas, j'allais dire people. Ça peut être vu comme étant dérisoire, mais moi je pense que c'est plus signifiant que ça en a l'air quand même. Voilà, quoi, sur de mettre Lynch à cette place-là, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai envie de le penser, quoi. Ah, tu penses qu'il a vraiment fait exprès de mettre Lynch? Non, je sais que c'est pas lui qui l'a... Enfin, c'est pas lui, en même temps, il l'a accepté quand même. Mais je sais que l'idée de le caster en tant que John Ford ne vient pas de lui. Après, il faut savoir qu'il a déjà travaillé avec des cinéastes réalisateurs. Ça arrive dans l'histoire du cinéma, des réalisateurs qui font tourner des réalisateurs qui ont compté pour eux. On peut citer bien sûr François Truffaut dans Rencontre du troisième type. Hein. Ouais, il avait déjà fait... Voilà, qui joue l'un des scientifiques qui poursuit les ovnis. Donc là, effectivement, dans l'histoire du cinéma, Spielberg n'est pas le seul à le faire, hein, ce geste-là. Hein. Victor Schollstrom a bien tourné justement pour Ingmar Bergman dans Les Fraises sauvages. Fritz Lang pour Jean-Luc Godard dans Le Mépris. Fritz Lang pour effectivement Godard dans Le Mépris. Donc oui. Donc voilà, il y a une reconduite de ce geste-là. Et quitte à, je sais pas, c'est vrai que je trouve que c'est assez génial parce que David Lynch est un réalisateur et tu mets un réalisateur pour jouer un réalisateur, c'est pas mal. Bon, malheureusement, il pouvait pas faire jouer John Ford, mais voilà. Mais il y a quelque chose de toute façon d'emblématique de l'identité américaine chez Lynch qui est justement moins idéalisé que celle de John Ford, même si John Ford dans ses films, pour ceux qui s'y risquent, et je vous invite vraiment à y aller, il y a un humanisme bien sûr, mais il y a aussi une autocritique et une complexité quand même qui est
qui est là. Hein. C'est pas du cinéma de propagande. Voilà, je pense que la grande qualité du cinéma de John Ford, mais toi tu es plus quand même spécialiste de ce cinéma-là, c'est que c'est un cinéma qui a traversé toutes les périodes et qui s'est remis c'est un cinéaste qui s'est remis en question. C'est-à-dire qu'on a à la fois au début de sa carrière des films qui peuvent être vus comme exaltant l'identité américaine, l'héroïsme des soldats qui ont permis la conquête de l'Ouest, jusqu'à un moment, un point limite où il y a une crise du héros. Voilà, une crise du héros avec notamment la prisonnière du désert. Le prisonnière du désert et une sorte de mea culpa, puisque il me semble que les Cheyennes... Après, il a fait les films où il a fait Le Sergent Noir. Le Sergent Noir. Et les Cheyennes, voilà, qui intègrent les minorités. Et puis même sur le dernier film qu'il a fait, considéré comme un film féministe, Seven Women. Je pense que c'est voilà. Puis même... c'est drôle parce que sur le plan politique, sur pareil, tous les grands cinéastes de cette période-là, les acteurs, on a l'impression que c'est tous des réactionnaires au dernier degré. Mais quand on voit les films de John Ford, c'est difficile de pas y voir une sensibilité quand même, j'ai dit humaniste, mais même clairement presque socialiste ou marxiste parfois sur les trucs. Peut-être que je vais un peu loin, mais il me semble que c'est pas... Sachant que c'est le cinéaste de la communauté, John Ford. Sachant que voilà, exactement, c'est le cinéaste de la communauté. Donc voilà, bon, allez voir des films de John Ford, on a fait assez de pub. Grosse parenthèse, toujours est-il, voilà, donc... Donc je voulais dire pour David Lynch, pourquoi David Lynch, le choix de caster Lynch, c'est pertinent. Il incarne, je pense, une histoire de l'Amérique aussi, Lynch. Il est emblématique d'une Amérique, mais qui sait les noirceurs aussi de son rêve, en fait. Les films de Lynch, ils montrent toujours une face très lumineuse et très glamour et presque kitsch. Et de l'autre côté, le cauchemar, la violence, la folie. Et voilà, c'est pour moi une espèce d'incarnation aussi peut-être de l'Amérique des années 2020, quoi, Lynch, dans ce qu'il exprime dans son cinéma, quoi. Donc, des années 2000 même, on peut dire, ou 2000 ou 90, quoi. L'apogée, on va dire, de films de Lynch, bon... c'est un cinéaste qui a un certain âge aussi, mais voilà, il fait des films depuis les années 80, mais de la fin du XXe siècle, quoi, du coup. Et en fait, au final, de ce que tu en dis, c'est vrai que c'est peut-être aussi au final assez pertinent qu'il ait choisi Lynch, sachant que tu disais qu'au début, Spielberg, ça a été un cinéaste qui faisait des contes. E.T. et tout, voilà, il a réalisé Hook aussi, il avait une image. Après, il tournait vers l'enfance. Il tournait vers l'enfance, ouais. Et qu'il y a eu, ce qu'on disait au début du podcast, un virage au début des années 2000 où oui. Il faisait des films qui pourraient pu s'apparenter à des sortes de cauchemars. IA, c'est un film qui est terrible c'est vrai, sur l'enfance. C'est un film qui est déchirant même. On parlait aussi de Munich. Il y a aussi La Guerre des Mondes. Il y a eu quand même un virage beaucoup plus sombre et violent au Minority Report, où il est un peu sorti de cette image de faiseur de film gnangnan, en fait. J'avais vu un papier parce qu'il était contemporain du Nouvel Hollywood, mais il était, c'est vrai, considéré parfois par certains comme un fossoyeur du Nouvel Hollywood avec les grands succès qu'il a fait au box-office. Et il y en a certains critiques qui disaient qu'il avait fait sa crise nouvelle hollywoodienne, mais dans les années 2000, en fait. Donc voilà, donc effectivement, donc ce que tu voudrais dire, c'est qu'il est parti de John Ford pour arriver jusqu'à Lynch, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais tu as raison, c'est pas une mauvaise idée, en fait. Surtout que si on prend ce film comme une espèce de point limite de sa filmographie, bon, il a 76 ans, il fera peut-être encore plein de films, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est un film rétrospectif d'un cinéaste en fin de carrière. Non, j'adhère à ton idée. Mais toujours, voilà, l'enjeu de cette scène, ça devient, donc c'est une anecdote célèbre de la vie de Spielberg, ça devient la question de qu'est-ce que c'est que l'art. Il pose cette question à un moment. What do you know about art, buddy? What do you know about art? Voilà. Et ce à quoi le jeune Spielberg ne sait pas dire autre chose de plus qu'il adore le cinéma de John Ford. Et John Ford lui dit See the picture over there? Describe it. Voilà, il demande de décrire l'image d'un tableau qui est dans son bureau et effectivement placer l'horizon. No. Tu l'as bien. Where's the goddamn horizon? Il lui demande voilà Où est ce putain d'horizon? Et c'est vrai que voilà, au final, l'enjeu de cette scène, c'est pas qu'est-ce que c'est qu'une image et qu'une bonne image de cinéma. Qu'est-ce que c'est qu'une image intéressante, voilà. C'est ça qu'il demande, ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne image? Mais ça, c'est... Après, on dit pas si c'est juste, ou si c'est vrai. Mais oui. Juste, est-ce que c'est intéressant? Voilà, c'est donner de l'intérêt, en fait. Ne pas montrer la vie... Alors, et ça fait avec le geste un petit peu... Alors, c'est vrai que c'est un geste totalement anti-naturaliste, en fait. Le cinéma de Spielberg, c'est le geste complet anti-naturaliste. C'est la stylisation et c'est stylisé de manière à intéresser, voilà. Mais pourquoi pas, oui. Cet aveu, en tout cas, cette confession, elle
Elle est claire. Elle est claire, et puis c'est au final ce que le dernier plan fait. C'est-à-dire qu'on a un recadrage. On a le jeune Spielberg qui s'éloigne du bureau de John Ford après l'avoir rencontré. Et donc, comme il vient d'apprendre, quand l'horizon est en haut, c'est bien. Quand l'horizon est en bas, c'est bien. Et quand c'est au milieu, c'est chiant comme la pluie. Et donc, l'horizon sur le dernier plan, au début, se situe au milieu avant d'être recadré. Et donc, encore une fois, on revient sur l'idée que ce souvenir est une mise en scène, mais aussi la question du regard. En fait, Oui. c'est le regard qui est intéressant. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ce que le film dit. C'est pas que c'est pas tant ce qui est raconté, mais au final, tout est dans le regard. Oui, Et tout à fait. Tout est dans le regard et de la comment manière de raconter les choses. Sinon, c'est pas forcément intéressant. Mais c'est une réflexion sur ce que c'est la mise en scène, en fait. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est encore une fois, on est dans des. Voilà, je mets des nuances à chaque fois, mais on est dans l'école des illusionnistes. Voilà. On n'est pas dans l'école des documentaristes. Qui vont se faire en sorte de faire émerger de la vérité. On pourrait évidemment critiquer si on caricature, on va c'est très simple, mais ouais. Donc oui, on peut revenir un peu sur donc le style Spielberg en fait, globalement. Ouais. Oui, et du coup, qu'est-ce que c'est que cette école, qu'est-ce que au final il dit dans son style de cette école des illusionnistes, quoi. Tu parlais tout à l'heure de la séquence de la mort de la grand-mère. Et c'est vrai que oui, on disait que c'était un gros plan. Et c'est vrai que voilà, il y avait l'idée de l'image comme synecdoque du monde. C'est-à-dire que l'image, en fait, si elle est bien construite, c'est le fameux dicton, en fait. L'image vaut 1000 mots. Elle est d'une puissance qui va dépasser les discours, en fait. Je pense que c'est ça aussi la confusion globale, en fait, sur le cinéma de Spielberg. C'est un cinéaste, en fait. S'il est évalué de manière, par exemple, beaucoup comme la critique française, pourquoi il y a eu une mésentente en fait sur la critique française et le cinéma de Spielberg? Moi je pense parce que malgré tout la critique, souvent il y a une formation assez forte, tant mieux, sur la littérature et de prof de français en fait sur le cinéma de Spielberg, et on va réduire parfois l'approche à la lecture d'images à plus effectivement les dialogues ou le textuel en fait. Alors que je pense que le cinéaste Spielberg c'est un cinéaste vraiment de l'image, et c'est par l'image en fait qu'il doit être abordé en priorité en fait. C'est comme ça qu'il s'exprime. C'est comme ça qu'il s'exprime en fait. Voilà. Donc par exemple quand on voit, je sais pas moi, on regarde n'importe quelle image du film, quand le père est en train à un moment d'émotion, quand il regarde une des photos de sa femme divorcée là, du coup quand il y a le jeune Samy qui revient avec le courrier là. C'est pas par le dialogue qu'il va exprimer ça, c'est la manière dont il va le cadrer. Voilà. C'est le vide en fait. Il est cadré, un moment, ce plan-là, il est cadré, il est au bord de l'image, comme noyé en bas de l'image. Son ombre est projetée sur le mur blanc, comme si c'était comme noyé dans l'image. Pareil, c'est des images avec ce personnage-là souvent, je trouve parce que lui, il parle beaucoup et par exemple, au moment où il est séparé, quand ils sont au camping, il y a un plan en fait qui divise l'écran en deux, où d'un côté lui il est en train de faire le feu et tout le monde va s'attrouper autour de la mère qui fait l'imbécile avec un arbre, et lui il est en train de faire le feu, et on comprend qui est ce personnage en fait, voilà, comme ça, et je trouve que c'est d'une élégance, c'est une élégance suprême en fait, et je pense que voilà, le succès de Spielberg, alors on peut critiquer, moi je suis pas, j'aurais tendance à défendre à reconnaître en fait le talent de narrateur de Spielberg, qui explique, à mon avis, pas tout, mais une partie de son succès, quoi. Sur la manière de raconter, c'est un virtuose. À ce niveau-là, il y a peu de personnes qui ont ce niveau de talent de narrateur, en fait. Parce que vraiment, alors je sais pas si c'est l'héritier un peu du cinéma muet, mais c'est vraiment par l'image, par la structuration de sa mise en scène, dans les plans séquences, souvent, les fameux... alors il y a une vidéo de Tony Zhou, je vous invite à aller voir si vous êtes bilingue. J'essaierai de me penser à mettre le lien en description sur les one-er de Spielberg, donc les plans séquences de Spielberg, comment en fait il va s'arranger pour composer plusieurs en gros il y a plusieurs plans dans un plan séquence de Spielberg, c'est dans tous les plans séquences ça, hein. Mais voilà, mais la fonction du plan séquence
Mais c'est hérité en fait, je pense, d'un certain cinéma hollywoodien aussi, de studio où on bougeait la caméra un petit peu organisée dans le studio ou quoi, et il pouvait le faire, et il le refait lui, mais c'est vrai il a raffiné, bon, en plus, et c'est avec une fluidité, parce que ça aussi, c'est, comme on disait, c'est un héritier du cinéma hollywoodien classique, donc effectivement on n'est pas dans des ruptures, on n'est pas dans du choc de l'image, on est vraiment dans une fluidité, c'est très coulant, c'est très mouvant, c'est très liquide, le montage est invisible en fait, Sauf, bon là, il y a quand même des moments, parce que c'est quand même cinéaste moderne, où le montage est visible. Mais il y a une... S'il est visible, c'est vraiment parce qu'il veut que ça soit visible. Voilà, c'est vraiment très 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 tenu, tout ça. Tu voulais rajouter un truc ? Non, après voilà, revenir peut-être sur au final, ce qui est le cœur du film, c'est au final le nom de la famille, mais aussi donc, les hommes de la fable, la place qu'ont les hommes de la fable dans la société, quoi. Et du coup, le regard qu'a Spielberg sur sa propre fonction, sur ce qu'il est, quoi. Alors effectivement, je pense qu'il manque peut-être un truc au film, je sais pas. Est-ce qu'il manque pas un peu un truc sur lui-même, il a un retour un petit peu, mais sur la société, il la touche pas tant que ça en fait. Peut-être le film, non ? Non, c'est enfin, en tout cas. Même si j'aime, encore une fois, voilà, bon, on vient de parler du film, voilà, j'aime beaucoup le film, et peut-être qu'il faut que le film aussi mûrisse en moi un peu plus. Exactement. Mais peut-être que le film, il est, voilà, il est pas tant sur. Après, c'est aussi parce que il décide de se peindre enfant, et effectivement, la conscience politique et compagnie, c'est vrai que c'est plus dans les années. C'est vrai que c'est vraiment un film sur ses années de formation en fait, et pas sur un film où il va aller jusqu'au bout de sa carrière, sur qu'est-ce qu'il a compris à ce moment-là. Même si, bon, peut-être que c'est suffisant dans son rapport au cinéma à lui, qu'il avait compris à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tant sur la conclusion d'une carrière, en réalité, ou d'une vie. Mais du coup, ça donne quand même l'idée un peu de... C'est pas mortifère, en fait. Non. C'est vraiment presque l'élan, et c'est pas un cinéma... c'est vrai qu'on disait testamentaire au début, mais c'est pas tant testamentaire que ça. C'est très vivifiant, c'est très joyeux comme film globalement, même s'il y a des scènes un peu dramatiques, mais c'est pas, voilà, certains diraient ça évite un petit peu, mais c'est vrai que quand on voit en fait le film, on comprend un petit peu, ben oui, ça évite parce que c'est pas l'éthique en fait, le credo de Spielberg en fait, de déranger en fait. Il est plus dans... Mais encore une fois, voilà, c'est le cinéma de consolatoire. C'est un cinéma de consolation. Ça peut être critiqué, hein, parce que du coup, critiquable, pardon, parce que ça peut être éviter en fait le réel en fait, éviter un petit peu les troubles, l'opacité en fait des événements, l'opacité de certaines choses en fait. Tout est ordonné, tout est un peu. Après, tu vois, il y a un truc quand même dans le film, c'est que même s'il expurge les images qui gênent, la vérité finit toujours par rejaillir. La vérité des images qu'il a expurgées, tu vois. Parce qu'il y a un autre film. Il y a un autre film, en fait. Il y a un autre film par rapport au film de l'adultère. Il a gardé les rushs et il a fait... oui, c'est vrai qu'il a fait un autre film. Il a fait un autre film. Il a fait le film là où il communique avec sa mère, oui. Et j'ai l'impression que... Alors, je sais pas, tu vois, si c'est le même credo que Scorsese, un pour eux, un pour moi. Mais j'ai pas la sensation quand même que, en tout cas dans la deuxième partie de sa carrière, non, il se soit entièrement détourné du politique. Ah non, pas du tout. Bah, si on regarde même le dernier film, West Side Story, t'as raison, mais tous les derniers, enfin c'est un euphémisme, tous les derniers Spielberg, pas tous, mais bon, parce qu'il a fait quand même Le Bon Gros Géant et compagnie, mais Munich, Le Pont des Espions, c'est très politique tous ces films-là, même Lincoln, hein, tous les films, c'est des films éminemment politiques. Donc je sais pas, je me demande s'il n'y a pas une histoire qu'en effet, oui, le cinéaste, il a en effet dans une grande fonction sociale, mais aussi parfois de manière intime, il a besoin de se confronter à la vérité, peut-être par le biais des films. En tout cas, voilà, c'est sûr que c'est toujours par la médiation du film, ouais, t'as raison. Créer des images entre soi et le monde. Quoi. Et que ces images expurgées, elles finissent toujours par revenir. Oui. Enfin, en tout cas, il peut pas entièrement les évacuer, quoi. Moi, c'est vrai que je pense que ça peut être... Les gens peut-être vont critiquer ça, mais il y a un petit côté boîte à magie. Tu sais, les boîtes à magie qu'on offre aux enfants là, pour faire de la magie. De la magie. Il y a un petit côté comme ça dans le film, c'est-à-dire que le film, c'est comme s'il y avait plein de trucs et astuces pour faire du cinéma, espèce de mode d'emploi à l'intérieur, quoi. Et pour les enfants, en fait, presque, ce film-là, quoi. Mais je pense que, je pense que le film invite à revenir à ce regard d'enfant, en fait,
et bon, Sur le cinéma, ouais. sur le cinéma. Et c'est aussi, oui, Et ça a été c'est- beaucoup critiqué, ça, le c'est- fait c'est- que c'est- Spielberg ait un regard d'enfant sur les choses. Et après, comment dire? Après, c'est un film sincère, pour le Voilà, coup. On c'est- pourra pas c'est- accuser... Enfin, sincère. Tu me diras s'il faut, et oui, si, on te dira, oh là là... Parce qu'après, c'est bon. Mais je pense quand même que le film, peut-être que c'est peut-être trop pudique encore pour une certaine partie. Je pense pas que le film fasse l'impasse des problèmes que ça peut créer de penser comme ça. Moi, je pense qu'on l'a assez dit dans le podcast, Oui. que le film montre les vides qu'il y a. Oui. C'est-à-dire le côté inhumain qu'il peut y avoir de ce type et aliénant par rapport même aux autres, de ce type de... Après, je pense pas que le film soit dans le pathos en train de dire « Oh, pauvre Spielberg ». Au contraire, je pense que c'est quand même aussi quelque chose qui est... qu'il tombe pas dans un truc comme ça, quoi. Non, mais il est pas non plus... Il a pas la cruauté de James Gray, justement. Non. Par rapport à tout ça. Dans sa figuration de lui-même. Il est moins... implacable vis-à-vis de lui-même, peut-être. Mais est-ce que je ne sais pas si c'est trop là où Non, on c'est l'a- pas, on c'est, l'attend c'est pas ça. Spielberg. Bah, en tout cas, voilà, si on regarde, par exemple, au début, je le comparais à Fanny Alexandre. Ouais, bon, c'est sûr que... bon, peut-être pas dans Fanny Alexandre, mais si tu regardes le geste bergmanien, Bergman envers lui-même, je pense qu'on voit que c'est compliqué. Non, Spielberg, il y a des angles morts. Mais bon, voilà. Mais bon, c'est pas si mal quand même, comme film. Non, après moi, ouais, je l'ai quand même trouvé sur certains aspects, malgré tout, ouais, touchant, je sais pas. Oui, non, mais après, ça reste un bon... Moi, je trouve que c'est un bon film. Hein. C'est un bon film. Je pense que, à première vue, encore une fois, il paye pas de mine. Et puis, quand tu le décortiques un petit peu, tu vois un petit peu la richesse qu'il y a. Le film étant dédié à ses parents, c'est donc l'occasion pour Spielberg de faire la paix avec cette histoire familiale compliquée. On disait tout à l'heure que c'était un cinéma de consolation. Ben, peut-être que c'est lui-même qui essaie de consoler, en tout cas dans ce film. Peut-être que ce qu'il dit, c'est que tout cinéaste ne fait des films que pour essayer de se consoler par rapport à un réel décevant. Mais en tout cas, les cinéastes de la... C'est une manière d'appréhender par rapport aux cinéastes illusionnistes. Voilà, Les hommes de la fable. Les hommes de la fable. La prochaine fois, on va s'occuper de revenir sur Armageddon Time de James Gray. De James Gray, en effet. Voilà, qui est notre dernier, j'espère peut-être le dernier film chronique, on verra hein, jusqu'au prochain, mais des grands cinéastes américains actuels. Ben Nico, en tout cas merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, ouais. Merci Nico. On espère que ce podcast participation. vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, partager ce podcast. Si vous avez des films que vous voulez qu'on traite, vous pouvez toujours nous les souffler en commentaire. Et puis on vous dit à très bientôt, au mois prochain pour James Gray. Un nouveau podcast. À très vite.